Comment choisir votre optique? C'est tout l'enjeu de ce tuto. C'est vrai que c'est pas simple de choisir une optique parce que c'est des technologies différentes, c'est des encombrements différents. Mais derrière les technologies se cachent des enjeux à travers cette optique parce que c'est votre outil d'écriture. Est-ce que vous allez réaliser ce reportage avec une optique, deux optiques, trois optiques? Comment elles seront complémentaires dans votre sac photo? Doivent-elles être relativement discrètes? Doivent-elles être relativement rapides? Ouais, pas simple de choisir une optique. Et puis derrière le choix de cette optique, il y a également votre utilisation. Est-ce que cette optique va être informatique? Est-ce qu'elle va être liée à du portrait? Est-ce que derrière on aura des arrière-plans qui seront présents pour donner des informations de lieu? Bref, choisir une optique, c'est pas simple. Et c'est l'objet de ce tuto. On va répondre ensemble et on va voir un petit peu les bonnes questions à se poser pour ensuite voir comment Nikon répond à travers sa gamme des optiques Nikon Z. À l'heure où nous enregistrons ce tutoriel, nous avons plus de 41 optiques. 41 optiques qui commencent à 250 € et qui montent jusqu'à 17 250 € pour le dernier 600 mm, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va se poser des questions. Et c'est vrai que quand on va se poser des questions, on aura un petit peu deux types d'approches. On peut avoir une approche qui est plutôt technique, ou on peut avoir une approche qui est plutôt usage. Si dans le choix de notre optique, on a une approche qui est plutôt technique, on va se poser des questions à travers la plage de focale, à travers l'ouverture, à travers le fait de savoir si on travaille avec des focales fixes ou des zooms. L'énorme avantage du zoom, c'est qu'en peu de temps, je vais faire plein de cadrages différents. L'énorme avantage d'une focale fixe, c'est que je vais avoir une écriture engagée et je vais me rapprocher, m'éloigner du sujet, mettre en scène, regarder mes arrière-plans. Puis ces focales fixes, il y a différentes ouvertures qui auront des conséquences sur l'écriture des flous derrière. On peut se poser des questions de gamme. Est-ce que j'ai besoin d'optiques classiques? Est-ce que je monte jusqu'aux gammes S parce qu'elles sont beaucoup plus personnalisables, elles sont beaucoup plus robustes, elles sont beaucoup plus rapides? Et puis bien évidemment son prix, parce qu'on achète une optique, oui, mais très souvent, quand on a un nouvel appareil photo, un nouvel hybride, on va avoir un sac photo et un sac photo qui aura une, deux, trois optiques. Puis les dernières questions également, ça va être comment la nouvelle optique Nikon Z va se marier avec le parc des Nikon F. Parce que bien évidemment, sur les hybrides, on peut mettre les optiques F à travers la bague d'adaptation F2Z, FTZ. Donc là, la réponse est relativement simple. De manière générale, on va d'abord investir en Z l'optique qui correspond au maximum de nos images. Et on va garder en F les optiques secondaires, peut-être une macro, peut-être un téléobjectif, fonction 2, mais les optiques que l'on utilise un petit peu plus rarement. Donc ça, c'est toutes les questions que l'on va se poser si on a une approche un petit peu technique. Maintenant, on peut avoir une approche qui est davantage dédiée à de l'usage. Est-ce que je fais du portrait? Est-ce que je fais du paysage? Est-ce que je fais du sport? Est-ce que je fais de l'animalier? Et chaque fois, bien évidemment, il y aura des réponses parce que chacune de ces caractéristiques photographiques aura des enjeux. L'animalier, je ne m'approche pas, donc c'est plutôt du téléobjectif. Je fais du mariage, comment seront mes arrière-plans? Est-ce que je les floute? Est-ce que j'ai besoin d'être informatif? Le portrait, pareil, de la même façon. Si je fais du sport, j'ai peut-être besoin de travailler à pleine ouverture parce que j'ai pas forcément des bonnes conditions de lumière, mais j'ai surtout besoin d'avoir un autofocus qui est ultra rapide, etc. Donc tout ça, lié aux usages, on va retrouver un petit peu différents types d'optiques. Et donc à travers ces choix d'optiques qui sont soit techniques, soit finalement liés à votre utilisation, on va être amené également à se poser d'autres questions. Est-ce que j'ai besoin d'une optique qui est très polyvalente? J'en veux qu'une, je pars 3 semaines en reportage. Là un zoom polyvalent est intéressant. Par contre, est-ce que je veux une optique hyper spécialisée? Je veux faire des portraits serrés, ne pas avoir d'unité de lieu derrière ou effacer tout ce qui se passe. Est-ce que le poids et l'encombrement sont importants? Oui, parce que je pars à trekking. Ou c'est pas du tout important parce que je suis sur un bord de stade et je suis avec un trépied. Est-ce que dans mon écriture photographique, l'arrière-plan a de l'importance? Oui, il est informatif et je le mets en scène. Ou non, je peux m'en passer derrière. Je suis amené à faire de la photographie. Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher des sujets qui sont très loin, qui sont très près? Est-ce que la proxy-photographie a de l'importance? Est-ce que je dois aller photographier des petits détails? Oui, je construis un reportage, je fais un mariage par exemple. J'ai la mariée, clairement j'aurai des vues d'ensemble, j'aurai des vues serrées, puis je vais peut-être vouloir aller chercher des objets, des détails de dentelle, des détails de bijoux, etc. Donc est-ce que je le fais avec une optique? Est-ce que je le fais avec deux optiques? Donc voilà un petit peu toutes les questions que l'on peut être amené un petit peu à se poser. Et donc pour y répondre, finalement on aura toujours 3 types de réponses
qui seront des réponses liées à l'ergonomie que je vais développer, des réponses qui seront liées aux technologies embarquées dans l'optique, et puis le troisième niveau de réponse qui sera tout ce qui est traitement du verre derrière et qui auront pas mal de conséquences à travers l'écriture, notamment quand on est sur des lumières de contre-jour. Dans l'ergonomie, comme vous le voyez sur ce slide, on a des boutons, on a des boutons qui peuvent être personnalisables à travers des touches FN1, des FN2, des bagues à qui on peut attribuer des corrections d'exposition ou non. Donc là, avec Ludovic, on vous a fait un petit tuto dédié, mais c'est vrai qu'une optique, en fonction des différents métiers, on peut travailler avec de façon différente. On peut avoir besoin d'avoir des secteurs de mise au point manuel autofocus parce que peut-être des fois j'ai besoin de désactiver la mise au point autofocus pour plus que ça bouge, parce que je suis dans des pièges photo, que sais-je. Est-ce que cette optique elle a ou non des joints d'étanchéité? Est-ce que cette optique elle est robuste? Est-ce qu'elle a des baïonnettes qui sont en métal, etc. Est-ce qu'elle a des grippes? Comment se passe la prise en main avec mon appareil photo? Oui, je peux avoir des optiques qui sont très lourdes. Si mon appareil photo est trop petit, ça sera pas très bien équilibré. Et l'inverse également. Dans tous les cas, on va rechercher chaque fois de l'équilibre, on va rechercher du confort, on va chercher une bonne prise en main. La deuxième série de réponses seront liées à tout ce qui est technologie. Oui, une optique, vous avez l'extérieur pour la prise en main, le traitement du verre au milieu, mais autour, il y a des tas de composants. Des composants qui vont jouer sur les stabilisations. Et oui, quel sera le facteur de stabilisation? Des composants qui vont jouer sur l'autofocus. Est-ce que j'ai un seul déplacement d'optique? Est-ce que j'ai deux déplacements d'optique pour être beaucoup plus véloce et beaucoup plus précis? Et est-ce que je travaille avec des optiques de très grande ouverture ou non? Donc tout ça, ça va être lié un petit peu aux technologies mécaniques qui se trouvent autour du traitement du verre. Et puis les troisième niveaux de réponse, ça va être justement le traitement du verre, le traitement des lentilles, la conséquence du traitement peut être importante sur l'écriture, notamment à travers des aberrations chromatiques, à travers des phénomènes de flair qui peuvent arriver sur des lumières directes ou non, ou tout simplement sur le poids. Oui, si on veut avoir des lentilles asphériques, c'est parce qu'on a besoin d'un gain de poids derrière. Donc chaque fois, on a les optiques qui sont un petit peu dédiées à des types d'applications. Je ne vais pas faire le listing complet de toutes les technologies, mais on sait qu'on en a qui travaillent sur tout ce qui est traitement des aberrations, traitement du verre, à travers notamment tout ce qui est VRED. On aura tout ce qui est traitement en fluorite, notamment qui vont bloquer tout ce qui est UV, tout ce qui est infrarouge, pour avoir une pureté d'image. On aura également sur les lentilles avant tout ce qui est traitement au fluor pour faire en sorte que les poussières passent, que si on a de l'eau et des projections d'eau, ça ne s'accroche pas et ça ruisselle. On peut avoir tout ce qui est traitement Arneo ou nanocristal qui sont là pour minimiser au maximum les phénomènes de flair. Donc on va aller chercher des lumières de contre-jour, on va aller chercher dans la nature, dans les safaris, des couchers de soleil avec des animaux qui se dégagent de manière ombrée, etc. Bref, il y a des tas de technologie de traitement de verre optique que l'on retrouve dans la gamme des Nikon Z. Si je devais simplifier un petit peu le traitement de ces lentilles, il y a tout ce qui est traitement pour les lentilles avant et arrière de telle façon qu'on puisse les nettoyer facilement. Il y a tout ce qui est traitement interne pour faire en sorte que les additions de lentilles ne fassent pas des optiques trop longues, trop lourdes. Et puis après, il y a tout ce qui est traitement interne qui est là pour que les rayons lumineux aient un maximum de transmission, un minimum de diffusion pour avoir l'image la plus pure possible. Donc voilà un petit peu de comment on peut caractériser une optique à travers à la fois l'ergonomie externe, les technologies mécaniques embarquées et le traitement du verre. Et à partir de là, c'est beaucoup plus simple de prendre du recul un petit peu sur la gamme et sur les différentes optiques. C'est pour ça que je vous ai classé un petit peu par famille. Il y a une première famille qui me paraît importante, qui est la famille des optiques DX, qui sont dédiées aux appareils photo des gammes Z30, Z50, ZFC, et qui sont des optiques avec un faible encombrement. Donc on va retrouver des optiques majoritairement en kit avec le 18-140, avec le 16-50 notamment, avec le 50-200 qui interviennent. Ok. On a également une optique qui est très très sympa pour tous ceux qui font du vlog, qui est un DX, qui est un 12-28 et qui a la particularité d'avoir un zoom autorisé. Donc c'est bien la première optique vidéo de la gamme Nikon. Et après, si on a des appareils photo de ces gammes-là, 30-50 et puis ZF, et que l'on souhaite une optique la plus polyvalente possible, pourquoi ne pas glisser vers le 18-140 qui a une très très belle construction là-dessus. À l'inverse, quelqu'un qui veut faire de la street photographie et être léger va peut-être partir sur le 24DX, une seule optique, un seul point de vue, du 24 mm. Après, on va se retrouver avec une autre famille et qui là sont valables à la fois pour les appareils photo plein format 24-36 FX ou pour les DX APS-C, avec la famille des pancakes. Et là, on a un 28-2.8, on a un 26 qui ouvre également à 2.8 et puis on a un 40 qui ouvre à 2.
Leur particularité, c'est qu'ils sont légers, ils sont lumineux et ils sont très très discrets. Autre famille également que j'affectionne, et d'ailleurs aujourd'hui on tourne avec un 35-1.8, c'est toute la famille des focales 1.8. Et là, ils sont toutes, le 20, le 24, le 28, le 35, le 50 et le 85. Ok, on peut les classer par focale. Moi j'aime plutôt les classer par rapport à l'importance de l'arrière-plan derrière. Plus je vais monter en focale, plus je vais éliminer mon arrière-plan pour m'intéresser sur le sujet principal. Par contre, plus je vais descendre en focale et plus je vais rajouter de l'arrière-plan informatif. Et c'est vrai qu'utiliser un 20 mm, c'est pas simple. Parce que si j'ai que de paysages, il peut paraître très très loin. Donc c'est pour ça que très souvent, il me faut différents types de valeurs de plans pour que mon image soit construite avec des premiers plans et des arrière-plans. Après, j'ai la famille des zooms polyvalents classiques qui permettent de regrouper un maximum de reportages. C'est pas des optiques hyper spécialisées. Non, par contre, on veut faire un maximum de photographies différentes avec. On en retrouve certaines en kit, notamment le 24-50 qui est vendu en kit avec le Z5. Ou le 24-70 qui ouvre à 4 que l'on retrouve dans les différents kits qui sont liés au Z6 et Z7 et qui passent un petit peu partout. Je peux les enrichir d'une super optique qui est passe-partout, qui est le 24-200, parce que de par sa plage de focale, en très très peu de temps, on est amené à faire des vues d'ensemble et puis des vues serrées, et qui a donc une mise au point mini qui tourne autour de 50 cm et qui est très très intéressante pour aller chercher rapidement du petit détail. Dans cette famille également, je vais rajouter le 14-30 qui ouvre à 4, qui est une super optique de reportage, qui est une super optique un petit peu de paysage et qui nous permet de mettre également beaucoup d'arrière-plan derrière et qui a un très très bon rendement et notamment par rapport à son rapport qualité-prix qui est très très bien corrigé. Donc là, si vous avez l'occasion de la voir en magasin, n'hésitez pas à la monter sur un boîtier pour regarder un petit peu comment ça se passe. Autre famille très pertinente que l'on appelle les 3 dragons. Donc ça, c'est les 3 optiques de reportage 14-24, 24-70, 70-200 de 8. Elles, ce sont des outils de travail gamme S avec des optiques personnalisables. On vous a fait un tuto là-dessus. On est dans de la production, c'est des optiques qui doivent servir un petit peu tous les jours et que l'on va privilégier sur les appareils photo des gammes Z7, Z8, Z9, production professionnelle. Autant j'ai les 3 dragons, autant j'ai également les 3 petits dragons qui sont également des optiques de 8 qui sont moins personnalisables, qui ont moins de bagues, mais qui sont par contre avec un très très bon rendement. Dans l'ordre des focales montantes, ça va être le 17-28, le 28-75 et le 70-180. Donc ce sont des optiques qui sont beaucoup plus accessibles parce que les petits dragons sont en moyenne moitié prix des 3 dragons, mais ce sont des optiques très polyvalentes et que l'on va privilégier sur les appareils photo des gammes Z5 et Z6 notamment pour avoir un ensemble cohérent à la fois en équilibrage et puis à la fois en prix. J'ai la famille Prestige, elle, c'est une famille d'affection également puisqu'on se retrouve avec le 50-1.2, le 85-1.2 et puis le nouveau Plana qui est le 135-1.8. Donc là, on est sur des focales, certes un petit peu lourdes, mais avec un très très beau traitement de verre. Et on va les utiliser pour la qualité de leur écriture, pour cette volonté d'effacer les arrière-plans, pour cette volonté de faire de la photographie dans des faibles lumières, des intérieurs lumineux, des intérieurs de bar. Et vous allez vous rendre compte que les lumières d'arrière-plan ont des rendus qui sont très beaux, très harmonieux, sans déformation, des ronds parfaitement ronds, etc. C'est des optiques également qui sont juste magiques quand on veut des arrière-plans flous, mais avec des flous esthétiques. Donc là, on est réellement dans de la construction net flou entre notre plan de netteté et puis l'environnement autour. Donc ce sont de très très belles optiques à la fois pour la photo et pour la vidéo, donc famille Prestige. Autre famille également à connaître qui est la macrophotographie. Nous avons chez Nikon le légendaire 105 macro et puis nous avons également le 50 qui ouvre à 2.8. Donc 2 optiques complètement différentes. Comment on va les différencier? Certes de par la focale et l'arrière-plan derrière, ou leur distance minimale de mise au point. Plus je vais monter en focale, plus ma mise au point mini qui m'offre un rapport de 1/1 sera éloignée, et plus ça me permettra soit de mettre de l'éclairage au milieu parce que j'ai besoin de rééclairer un sujet en macro, soit je suis dans des univers du dentaire et ça me laisse un petit peu une situation, une distance un petit peu de confort entre mon patient et l'appareil photo pour ne pas se sentir trop brusqué, c'est important également. C'est un petit peu le même raisonnement également sur les insectes. Je vais privilégier le 105 pour ne pas être trop proche et toujours conserver ce rapport de 1/1 et ne pas effrayer l'animal. Donc famille de la macro, le 50 et le 105.
Après, j'ai la famille, ce qu'on appelle les hyper polyvalents. On les retrouve également en vidéo. C'est deux zooms qui ont un très bon rendement, qui ont pour le 24-120 une ouverture de 4, que l'on va associer avec le 100-400 qui ouvre à 4,5, 5,6. Ça, c'est deux optiques qui sont complètement complémentaires, ou pour la photo reportage classique où je couvre très très large, ou directement pour la vidéo. J'ai ensuite la famille des téléobjectifs. En fait, j'ai deux familles des téléobjectifs, les téléobjectifs classiques et les super téléobjectifs. Les téléobjectifs classiques, c'est à la fois le 400-4,5, c'est le 600-6,3, c'est le fameux 180-600 qui ouvre à 5,6-6,3 et le 800 mm qui ouvre à 6,3. Pas simple de naviguer là-dessus parce qu'il y a certes un rapport prix qui est complètement différent entre chacune d'elles, mais pas que. J'entends par là, le 180-600, lui, sa force, c'est la polyvalence. On va aller le chercher là-dessus. Ça nous permet d'avoir une optique très accessible. Ok. Et on se pose souvent la question de pourquoi le 400 ? Pourquoi le 600 ? Ben ouais, parce que ce sont des focales fixes. Mais travailler avec une focale fixe, c'est une autre manière de travailler. On va rentrer dans le sujet, on va chercher. Et puis surtout, c'est des optiques qui sont beaucoup plus robustes et beaucoup plus légères. Donc on va faire une montée en gamme d'un 180-600 vers un 400 ou vers un 600, 6,3 dès le moment où on va souhaiter s'alléger derrière. Et là, tous ceux d'entre vous qui font de l'animalier, tous ceux qui font du trekking, savent parfaitement de quoi je parle. Puis après, on a ce 800, 6,3 qui nous permet de travailler à main levée. C'est un petit peu les caractéristiques de toutes ces optiques-là. C'est pouvoir accompagner le vol d'un oiseau à main levée. Et à travers ces nouvelles générations d'optiques, que l'on doit de par leur construction, que l'on doit donc de par cette bague hybride Nikon Z qui est beaucoup plus grande que sur les F, nous permettent de travailler au téléobjectif de manière différente. J'ai ensuite la famille des super téléobjectifs avec le 402.8 et le 604 qui ont la particularité tous les deux d'avoir un téléconvertisseur intégré que l'on active par un simple levier et qui nous permettent dans des conditions très extrêmes d'aller chercher de très très belles images et qui, de par leur poids, mais vous tenez bien que derrière ils ont des moteurs autofocus ultra puissants qui nous permettent donc de faire des mises au point très très rapides pour aller chercher des sujets qui sont très furtifs. C'est notamment les optiques que l'on privilégie aujourd'hui pour la photographie sportive notamment ou animalière de haut niveau. Donc voilà un petit peu comment on peut classer ces différentes familles d'optiques. Donc oui, je l'ai dit en introduction, acheter une optique c'est pas simple, il y a des enjeux. Est-ce que j'achète une seule optique? Est-ce que j'achète plusieurs optiques? Est-ce que mon sac photo est varié? Et puis à partir de là, en fonction d'eux, je vais construire mon sac photo et additionner des optiques cohérentes entre elles. J'irai quand même plus loin, rien ne remplace également l'expérience de mettre l'œil dans le viseur. Et c'est là où le réseau de revendeurs Nikon est très très précieux. Les optiques Z sont en magasin, vous avez des vitrines et n'hésitez pas à pousser une porte, à arriver avec votre appareil photo et si vous hésitez entre deux optiques, montez-les sur vos appareils photo, testez-les, regardez les bacs, regardez les mises au point mini, faites des courses d'autofocus, mise au point mini, mise au point maxi, sentez cette optique-là. C'est pour ça que très souvent quand je suis amené à faire des formations, je compare les optiques un petit peu à des chaussures. Une chaussure, on la voit, on a des caractéristiques, on l'essaye et on voit si elle nous correspond. Pour les optiques, c'est pareil.